retrouver ce lundi matin pour notre conférence hebdomadaire. Alors évidemment, le texte que nous avons rédigé vendredi est un petit peu obsolète après les événements de ce week-end et donc les bombardements en Iran et le regain de tension évidemment dans tout le Moyen-Orient qui fait reculer les marchés ce matin, même si bon, finalement le repli est relativement contenu pour l'instant, mais nous allons quand même commenter ce qui s'est passé la semaine dernière avec un focus évidemment sur les small et mid avec un début des publications, en particulier du côté des mid-cap. Donc ce qu'on avait observé en tout cas la semaine passée, c'est comme on l'indiquait dans le titre, une surperformance des indices européens qui se confirmait et qui s'accentuait dans la mesure où aux États-Unis, on a plutôt des indices qui sont à peu près flat depuis le début de l'année, avec un repli de l'ordre de 1% la semaine passée, et avec, en particulier un Nasdaq qui est dans le rouge depuis le début de l'année, avec un repli de l'ordre de 2,5%, avec les tensions, les conséquences et les craintes de l'arrivée de l'IA sur le secteur des softwares en particulier, ainsi que l'ensemble de la tech hors hardware, qui pèse donc sur les valorisations des valeurs tech américaines. En Europe, eh bien, on a eu une semaine qui était encore plutôt positive, avec un début de semaine qui avait bénéficié pour pas mal de valeurs de la décision sur les tarifs. Bon, on est encore aux US, on est encore dans l'incertitude puisque Donald Trump a toujours les mêmes velléités d'augmenter les taxes douanières, mais bon, on a toujours ce flou qui perdure et ça se traduit donc par une hausse de un peu plus de 1% pour la plupart des indices européens en moyenne, avec désormais une hausse de 5 à 6% pour les indices européens en moyenne depuis le début de l'année. Et sur le CAC 40, on a eu un record qui a été atteint avec un pic proche de 8650 points au cours de la semaine. En fin de séance vendredi, la hausse hebdomadaire a finalement été de 0,8%, avec près de 70% de valeur en hausse. Et comme depuis quelques semaines, c'est avant tout les publications d'entreprises qui avaient drivé les évolutions des cours la semaine passée, avec en tête Engie. Engie qui a pris 10% après l'annonce d'un accord en vue d'acheter UK Power Network pour près 16 milliards de livres, ce qui est un distributeur d'électricité au Royaume-Uni, qui serait la plus grosse acquisition de l'histoire d'Engie. Et juste derrière, on a Euronext qui a gagné également pratiquement 10%, et qui a publié, lui, des résultats 2025 marqués par une hausse à deux chiffres. Alors c'était une publication qui datait il y a 10 jours, et puis l'opérateur profite de la bonne tenue des indices boursiers européens. Enfin, derrière, on avait Bureau Veritas qui a pris 6,4% après la publication de ses résultats, également de ses résultats annuels qui étaient en ligne avec le consensus et de perspectives 2026 qui en plus était quand même assez favorable. Enfin, le dernier point, c'est qu'on notera le rebond de Dassault Systèmes qui a repris un peu plus de 6%, même si l'éditeur logiciel reste en baisse de 22% depuis le début de l'année, euh, en lien avec les craintes de disruption liées à l'IA. Euh, euh, on peut quand même garder en tête que Dassault Systèmes bénéficie d'un positionnement depuis plus de 20 ans auprès de ses clients industriels qui ont développé de nombreux produits avec ces outils. Donc, avec cet historique ne sera pas facile à remplacer, même si l'IA pourra créer des gains de productivité évidents. Du côté des baisses, Pernod Ricard qui a encore reculé de 10%, alors, qui reste quand même en hausse depuis le début de l'année, mais finalement la bonne dynamique s'est arrêtée pour Pernod Ricard. Les résultats semestriels n'ont pas été très, très rassurants.
Et globalement, le marché des vins et spiritueux reste très fragilisé avec d'une part une baisse de la consommation en France, en Europe, et les marchés américains qui sont pénalisés par les taxes douanières. Donc évidemment un contexte compliqué pour l'ensemble du secteur. Euh, Toujours du côté des baisses, on notera le repli de 4%, 4,4% pour être précis, de Saint-Gobain. Après des résultats annuels qui étaient pourtant en ligne avec le consensus, mais c'est avant tout les perspectives du S1 2026 qui ont déçu globalement. Le titre est désormais en baisse de 0,8% depuis le début de l'année. Enfin, on notera que Thales avait cédé 3,6% au cours de la semaine passée. Logiquement, ce matin, le titre rebondit et prend 5,5%. Si je passe maintenant au Next 20, le Next 20 qui gagne 0,9%, 60% de valeur en hausse. Le gagnant de la semaine, c'est Technip Energies, plus 8,5%. Le groupe a publié des résultats 2025 records. 2026 se présente très bien avec un carnet de commandes extrêmement bien rempli. Derrière, on a eu un rebond pour Edenred qui gagne 8,3% et qui repasse positif depuis le début de l'année. Le groupe a vu ses résultats bien accueillis par les investisseurs. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de craintes ces derniers mois sur Edenred avec des décisions réglementaires qui n'étaient pas favorables au groupe. La plus forte baisse de la semaine, alors nous on avait écrit Valeo, mais ça a changé depuis en fin de séance vendredi, enfin on avait écrit Alstom, pardon, Alstom qui se perd 5,2%. Il y a eu plutôt des prises de bénéfices alors que Alstom est toujours en hausse de plus 12% depuis le début de l'année. Et en fait, la plus forte baisse, c'est Valeo qui cède 5,6% sur la semaine. Le groupe a publié des résultats 2025 un peu meilleurs que prévu, mais les perspectives 2026 restent assez moroses, avec des résultats qui devraient globalement stagner en 2026. Passons maintenant aux valeurs moyennes. Et donc là, on a un CAC 1060 qui était à peu près flat, plus 0,2%. Euh, Néanmoins, on a quand même 60% de valeur en hausse. Je dirais qu'il y a eu quand même quelques grosses pondérations, enfin, pondérations significatives qui ont pesé sur l'indice et qui n'ont pas permis au MID 60 de faire la même performance que le CAC 40. Du côté des valeurs qui ont pesé, on a donc Abivax, biotech qui a cédé 8,7%, ce qui forcément pèse sur l'indice pour près de 0,6 points compte tenu de sa pondération. Et derrière, on a Forvia, Forvia qui a cédé 12,7%. Donc, à l'image de Valeo, on a une semaine compliquée pour les équipementiers automobiles qui finalement avaient plutôt retrouvé des couleurs depuis un trimestre. Du côté de Forvia, on a eu des résultats annuels là aussi qui étaient en ligne avec les attentes, mais comme Valeo, des prévisions 2026 de globalement stabilité des performances. Donc en réalité, toujours pas de reprise pour les équipementiers automobiles. En même temps, les publications des constructeurs européens n'étaient guère attrayantes et donc ne permettaient pas d'anticiper un grand rebond en 2026, malgré des valorisations qui sont basses, pardon. Il n'y a toujours pas vraiment de catalyseur pour les équipementiers automobiles. Alors si je passe maintenant à Lizzie, qui dans une petite mesure est également équipementier automobile, même si il faut avoir en tête que 90% des résultats de Lizzie sont réalisés dans l'aéronautique. Et bien sur Lizzie, on a une baisse de 11,7%. Il faut dire que le titre avait bien progressé avant la publication. Il y avait eu des prises de position avant cette publication. Et ce qu'on observe, c'est que les résultats sont très bons, puisque on a une croissance organique du chiffre d'affaires de 11,5%, un résultat opérationnel courant qui progresse de 63%.
ce qui est donc des résultats de très bonne facture, mais on pouvait attendre un peu mieux, et c'est ce qui explique ces prises de bénéfices. On a une marge opérationnelle qui ressort à 9,2%. On attendait un chiffre un peu plus près de 10%. Les perspectives restent très favorables pour l'exercice 2026, mais après une hausse de 102%, 103% depuis un an, il y a eu des prises de bénéfices sur l'ISU. C'est néanmoins une valeur sur laquelle on reste positif au vu des carnets de commandes très fournis chez Airbus et Boeing, et de la montée en puissance, des cadences chez les deux avionneurs qui vont se retrouver forcément dans le chiffre d'affaires de l'ISU, et également dans les résultats, puisque l'augmentation des volumes va permettre des gains de productivité au vu des investissements en robotique de l'ISU depuis 4-5 ans. Toujours du côté des baisses pour terminer, Rémy Cointreau, moins 9,1%. Là aussi, on a toujours ce mouvement très négatif pour les vins et spiritueux. Si je passe aux points positifs et aux valeurs en hausse, alors rebond pour Eramet, qui reprend 21%. On a une extrême volatilité sur les titres depuis le début de l'année. On a vu une très forte baisse après les annonces de besoin de recapitalisation. Voilà, là, désormais, on a eu un rebond après, je dirais, un peu plus de visibilité sur ce renforcement du capital chez Eramet. Derrière Eramet, Worldline progresse de 13,4%. Les résultats de Worldline ne sont pas si mauvais que ça, et ça permet au titre de rebondir et de repasser très légèrement positif depuis le début de l'année. Hausse significative de la semaine, c'est Ipsos qui s'adjuge 10,9%. Il y a eu pas mal d'actualités sur la valeur. D'une part, des résultats qui avaient été en ligne avec les guidance, avec une croissance de l'activité de 3,4%, 0,6% en organique, une marge opérationnelle à 12,3%, en baisse de 80 BP, mais je dirais que surtout la nouvelle qui a tiré la valeur, c'est l'annonce enfin d'un rachat d'actions pour un montant de 100 millions au cours de l'année 2026. Je dirais que c'est une annonce qui nous paraît assez logique, et qu'on attendait depuis un moment, compte tenu de la situation bilancielle du groupe et de sa capacité à générer du cash. C'était à nos yeux ce qui était la décision la plus intéressante, d'autant plus que le titre était en baisse de près de 40% sur un an. Concernant les perspectives, Ipsos stable sur une croissance organique de 2 à 3% et une marge opérationnelle équivalente en 2025, donc rien d'extrêmement attrayant, mais rien de catastrophique, et rien qui justifie à nos yeux ce niveau de valorisation extrêmement bas, hormis pour justifier cette valorisation basse des questions d'allocation du cash, et puis des questions de gouvernance également. Enfin, dernière valeur en hausse que on voulait évoquer ce matin, c'est Soitec qui gagne près de 11%. Pas de publication sur Soitec, mais un mouvement globalement sectoriel. Si je passe maintenant au CAC Small, le CAC Small qui lui a progressé de 1,1% sur la semaine, 56% de valeur en hausse, un mouvement qui a été largement soutenu par les biotech, puisque Genfit gagne 14%, Gensight 10%, Transgène 8,3%. Donc si on passe sur ces évolutions dans le secteur des biotech, on a Parrot qui a brillé la semaine passée avec une hausse de près de 14%, qui fait suite à l'annonce d'un contrat de 15 millions d'euros avec les forces de défense finlandaises qui vont acquérir des mini-drones Parrot. Pardon, excusez-moi. Ce qui je dirais, confirme le développement et les gains de part de marché de Parrot dans le domaine de la défense et du militaire,
ce qui donne un nouveau centre d'intérêt pour Parrot, qui gagne encore 3,7% ce matin dans un marché baissier. Le cours de SMCP, dans un tout autre secteur, a bien réagi, puisque le titre a gagné 10,8%. Après la publication de résultats annuels qui montrent un net redressement, l'EBIT ajusté a progressé de 80%. La marge la marge opérationnelle ressort à 7,8%. Et en parallèle, il y a eu une nette diminution de l'endettement. Les restructurations vont continuer normalement à avoir un impact en 2026, et le groupe attend une nouvelle amélioration de sa rentabilité. Parmi les autres hausses, on notera une progression de Haïco qui progresse encore ce matin. C'est plutôt lié à des commentaires positifs de gérants ou d'influenceurs, dirons-nous, qui ont recommandé la valeur, qui est extrême, enfin qui est assez faiblement valorisée, qui est en train de changer qui a beaucoup changé de périmètre, et qui est clairement un dossier sur lequel il faut se replonger, puisque les dynamiques ont changé sur ICO, et on va peut-être à nouveau retrouver de la croissance avec ce nouveau profil. Du côté des baisses, forte baisse sur Bonduelle, moins 11,9%. Le groupe a révisé son objectif annuel de ROC à 80 millions contre 90 millions précédemment. C'est l'explication de la baisse du cours. Au-delà de ça, on a des valeurs plutôt liées à la consommation, avec Aramis Auto et Maison du Monde qui se sont repliées, moins 10% pour Aramis et moins 5% pour Maison du Monde. Hors indice qu'on peut évoquer rapidement, c'est la poursuite de l'excellente dynamique sur 2 CRSI qui gagne encore 14%. Il y a plus 129% year to date. Et dans les logiciels, on a 74 software qui progressent d'une dizaine de pourcents après la publication de résultats de bonnes factures en ligne avec les dernières guidance qui avaient été relevées à l'issue du T3. On a donc une croissance organique de 4%, un ROA qui progresse de 14%, une dynamique plutôt meilleure sur 74 software, qui doit continuer à gérer le rapprochement entre les activités d'Axway et de Sopra Banking Software. On va essayer de mesurer la capacité du nouveau périmètre à générer des synergies, mais on a des prévisions de croissance de chiffre d'affaires et d'amélioration de marge à l'horizon 2027. C'était un titre qui, depuis le début de l'année, a également beaucoup souffert des craintes de l'IA, comme l'ensemble du secteur des softs. Voilà pour les hausses hors indice. On notera que Tikehau Capital a également gagné 10,5%. Tikehau Capital qui a rejoint l'indice MSCI World Small Cap. C'était annoncé ce matin. Voilà pour les principales hausses. Du côté des baisses, CGDIM qui perd un peu plus de 10%. Dans les softwares, Delfingen, moins 7%, avec une semaine compliquée pour l'ensemble des équipementiers automobiles. Voilà pour les grandes évolutions. Du côté de l'Eurostoxx Small, on a eu une performance positive dans la lignée du CAC 40, avec plus 0,8%. Et dans les principales évolutions, on a Indra Sistemas qui a repris 16%, plus 29% year to date. Le secteur des services informatiques, mais avant tout dédié au secteur de la défense en Espagne. Et dans ce mouvement de rebond des services numériques, Sopra Steria, qui a publié ses résultats annuels, a repris 8,2%. Et on a également d'autres valeurs qui se sont bien comportées, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et à l'inverse, Kion a chuté de 12% la semaine passée. Je passe rapidement sur l'Europe parce qu'il y a pas mal d'actualités en France, donc on reviendra ultérieurement sur les valeurs européennes.
Depuis le début de l'année, on a désormais donc un Eurostoxx Small qui est à plus 6,3%. Euh, En France, le DAX 20 est devant avec plus 6,9%. Et pour le reste, les autres indices sont assez proches, hein, puisque le CAC 40 est à 5,3%. Et les indices valeurs moyennes sont autour de 4% à peu près tous. Un mot de notre buy list qui a encore légèrement sous-performé la semaine passée, plus 0,2%, ce qui amène la performance depuis le début de l'année un peu moins de 1% pour notre livre de valeurs favorites, qui est donc en retrait par rapport aux indices français. Et la raison est essentiellement la surpondération en ESN. La semaine passée, on a la valeur allemande Nagarro qui a reculé de près de 10%. Il n'y avait pas d'actualité spécifique, mais il y avait une pression vendeuse qui était plus forte avec pas mal de shorts sur Nagarro, d'autant que il y avait un programme de rachat d'actions qui arrive proche de sa fin avant le nouveau vote probablement en AG d'un nouveau programme de rachat d'actions compte tenu de la situation bilancielle de Nagarro qui permettra de poursuivre le share buyback, mais à court terme, ça pèse sur le titre. Et c'est plutôt en opposition de ce qu'on a vu pour les valeurs françaises, puisque eh bien, du côté d'Alten et dans une moindre mesure d'Infotel, on a eu un début de rebond des services numériques et du conseil en technologie. On viendra juste après sur la publication d'Alten. Je passerai la parole à Léo juste après. Mais donc pour terminer sur la performance de notre baliste, on notera que Bastide, qu'on a intégré il y a une dizaine de jours, a pris 6,3% sur la semaine, permis de soutenir la performance de notre baliste. Il faut dire que bien, quelques jours après le fait qu'on nous ait intégré Bastide dans notre liste, je crois que c'est Investir qui a conseillé le week-end dernier la valeur, qui a soutenu la performance de Bastide en début de semaine dernière. On va passer donc là aux publications de la semaine passée et je vais donc commencer par donner la parole à Léo pour dire un mot d'Alten justement. Oui, bonjour tout le monde. Pour Alten, la société elle a réalisé une marge opérationnelle supérieure à l'objectif, donc de 8,5%. Le point bas a l'air d'être déjà arrivé, donc en principe, dès le T1, T2, on va retrouver de la croissance grâce surtout au secteur de l'aéronautique et de la défense. Et le management se posait la question de faire un rachat d'actions important au vu de la valorisation actuelle, mais ça dépendra du rythme d'acquisition. Donc il y a pas mal d'acquisitions dans le pipeline et ça dépendra du contexte, mais s'il n'y a pas d'acquisition très importante à faire, un programme de rachat d'actions important est envisageable, qui était aussi la nouvelle de la réunion. Nous, on est toujours à l'achat en raison de la très faible valorisation du groupe, en plus que en 2026, il y a bien un retour à la croissance qui est envisagé dès le T2 et aussi une amélioration de la marge. Merci Léo. Voilà pour les publications qu'on voulait évoquer ce matin. Il y avait d'autres choses comme Veralia, Bilendi, Fnac Darty, Ipsos, je l'ai déjà évoqué, ainsi que Lizzy, qui est pour le coup là une valeur sur laquelle on reste à l'achat. Mais ce matin, on voulait également dire un mot de vente unique, puisqu'on a initié la couverture la semaine passée. Et je vais laisser Aurore, puisque c'est elle qui a initié le dossier avec Alexis, puisque c'est un travail d'équipe, mais je vais laisser Aurore dire un mot de ce dossier qui nous paraît intéressant, un très bon track record et une valorisation qui reste abordable. À toi, Oui, Aurore. oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Vente Unique, hein, pour rappel, c'est une filiale du groupe CAFOM. Le groupe est spécialisé dans la vente de meubles et d'équipements de maison, plutôt sur le segment entrée, voire milieu de gamme, et sur des ventes 100% online. Et puis plus récemment, le groupe a repris, enfin loue la licence Habitat qui était placée en redressement judiciaire depuis quelques années. Donc c'est effectivement un groupe qui a un excellent track record, hein, puisque depuis son IPO, la croissance moyenne de l'ordre de 13% de ses revenus, avec un niveau de marge assez important. Le groupe a toujours été rentable depuis ses débuts.
Globalement, on apprécie son modèle, puisque le groupe maîtrise 100% de ses approvisionnements qui sont gérés en Asie, avec un modèle complètement désintermédié, ce qui lui confère une très bonne maîtrise de ses coûts. Et puis, comme je disais, globalement, le groupe est rentable depuis sa création, avec un taux de marge opérationnel relativement élevé quand on regarde les peers du secteur. Ce que l'on apprécie également sur le dossier, c'est le positionnement 100% online, puisqu'on remarque que depuis globalement le confinement, la crise du Covid, on constate une accélération de la digitalisation du secteur. On voit bien que ce sont des acteurs qui avaient déjà une présence bien établie dans le online, ou alors les pure players du online qui s'en sont le mieux sortis quand on regarde les situations de certains qui ont fait pour beaucoup faillite en Europe. Donc voilà, on apprécie le positionnement de vente unique dans le online. On apprécie également le développement de sa marketplace qui lui permet de pénétrer de nouvelles géographies à moindre coût et en limitant les risques, et qui fonctionne plutôt bien, il faut le reconnaître, depuis les premiers lancements. Un autre driver du dossier, c'est également sa trésorerie pléthorique, très confortable, de l'ordre de 30 millions d'euros à fin d'année, ce qui lui confère plusieurs hypothèses de marge de manœuvre au niveau de l'allocation de son cash, notamment des retours à l'actionnaire, des buybacks, le versement d'un dividende exceptionnel, même si on pense que ce ne sont pas les hypothèses privilégiées à l'heure actuelle. On pense plutôt à une reprise totale de la marque Habitat, et également des CAPEX un petit peu plus élevés, avec une gestion du BFR à très court terme un peu plus élevée aussi, mais probablement de nouveaux investissements réalisés pour ouvrir de nouveaux entrepôts dans quelques années et financer la croissance. Donc, comme le disait Denis, globalement, la valorisation est très attractive quand on regarde les peers, au vu de notre DCF, sur la base d'hypothèses tout à fait soutenables à notre avis, et qui sont confortées par un très bon démarrage du groupe sur les débuts d'année 2026. Et nous initions donc la couverture avec une opinion buy, évidemment, et un objectif de cours à 20 euros. Merci Aurore pour cette présentation. Pour terminer, un mot des publications que nous attendons cette semaine, qui vont être moins nombreuses. Il y avait déjà finalement la publication de Décuple qui est intervenue après la clôture vendredi. Une croissance qui reste correcte, avec plus 6%, plus 8% pardon, au T4. Donc sur l'ensemble de l'année, on a plus 11,4%. On attendait un peu mieux, plutôt autour de 12%. Voilà, on a une dynamique qui est plutôt correcte, et surtout on a une momentum qui devrait s'améliorer, une valorisation qui reste abordable, hein, sur Décuple. C'est pour ça qu'on est toujours à l'achat, et surtout là dans la semaine, on attendra la publication de GL Evans. GL Evans qui fonctionne bien depuis le début de l'année, puisque le titre est en hausse d'un peu plus de 10%. On a eu un T4 qui était très bon, hein, puisqu'on a une croissance de 26%, ce qui a permis au groupe d'atteindre son objectif de croissance annuelle. L'objectif de progression de la marge opérationnelle a été confirmé. Au vu des performances, si la croissance se maintient, on a une valorisation qui est tout à fait intéressante, à moins de 9 fois le résultat opérationnel courant. Un groupe qui affiche des perspectives, solides. Voilà pour le tour qu'on voulait vous faire de l'actualité des small et mid-cap françaises et européennes ce matin. Et on reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. On a donc une semaine qui sera un peu plus calme en termes de publication avant une accélération la semaine suivante. Mais évidemment, cette semaine risque d'être marquée par la géopolitique, et il va essayer de falloir mesurer les impacts que vont avoir ces événements géopolitiques, avec une hausse marquée
du gaz, notamment pour l'Europe, du pétrole très certainement, et on voit que ce matin, Air France, KLM se replie de près de 8%, alors qu'à l'inverse, Morel et Prom gagnent 7%. On va évidemment travailler toute cette semaine à mesurer les gagnants et les grands perdants de ce qui pourrait se passer au niveau géopolitique au Moyen-Orient. Merci à vous pour votre présence. Merci à ceux qui nous ont écoutés ou vont nous réécouter au long de la semaine via notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci beaucoup.